Il était une fois un jeune homme nommé Nour, réputé dans son village pour sa grande générosité et sa force. Un jour, après avoir terminé son labeur, il entendit une voix féminine implorant de l'aide provenant de l'intérieur de la montagne. Il s'y précipita et fut stupéfait de découvrir un monstre gigantesque à tête de vache. 15 ans auparavant, Nour vivait avec sa mère malade, s'occupant d'elle avec dévouement et gérant toutes les tâches ménagères. Après le décès de sa mère, Nour se retrouva complètement seul. Son unique souhait était qu'il vive en toute liberté, alors il poursuivit sa routine quotidienne et apprit à compter uniquement sur lui-même. Un jour, Nour découvrit sur sa ferme un guide d'aventurier que son père avait l'habitude de lui lire autrefois. Se souvenant des paroles de sa mère, il décida de suivre son rêve et de devenir un aventurier. Le lendemain, il se rendit sur la tombe de ses parents et leur fit part de sa décision de quitter la maison. Alors qu'il traversait la forêt, il affronta les rudes épreuves du chemin jusqu'à atteindre enfin le royaume de boue du nord-ouest. Après avoir franchi la porte principale, Nour fut émerveillé par tout ce qui l'entourait, même par les gens, comme s'il n'avait jamais vu d'êtres humains auparavant. Il erra un peu partout, jusqu'à atteindre la guilde des aventuriers. Il fut rapidement rejeté, étant encore bien trop jeune. Lorsque Nour déclara être orphelin, le superviseur décida de l'aider et lui expliqua qu'il devait d'abord s'inscrire à l'école royale d'entraînement pour acquérir des compétences utiles, telles que l'art de l'épée ou la magie. Enthousiasmé, Nour rejoignit l'école et choisit de devenir épéiste. Il s'entraîna avec des épées en bois jusqu'à ce qu'un de ses camarades utilise la magie du feu, le laissant complètement stupéfait. Des mois plus tard, Nour était toujours incapable d'utiliser la moindre magie. Son professeur, Sig, abandonna tout espoir le concernant, affirmant que la seule chose que Nour avait maîtrisée était l'esquive des attaques. Il conseilla à Nour de trouver une autre voie, un autre chemin. Se sentant profondément frustré, Nour partit et rejoignit une école d'entraînement de guerriers. Mais le superviseur Dandog lui déclara qu'il était physiquement inférieur et mettrait sa vie en péril. Il tenta ensuite l'école des chasseurs, mais Mian, la superviseure, le rejeta pour son manque de sens des armes. Même lorsqu'il tenta de devenir espion, il échoua. Nour continua d'essayer d'apprendre quelque chose d'utile, mais chaque école le refusa, le renvoyant pour son absence totale de talent, que ce soit en magie ou en force physique. Il finit par être considéré comme un bon à rien, un perdant inutile. Il retourna à la guilde où le maître de guilde fut choqué que Nour ait passé 3 mois à s'entraîner sans acquérir la moindre compétence. Il refusa de l'enregistrer comme aventurier. Nour rentra chez lui, brisé, mais il ne baissa pas les bras. Il fabriqua une épée en bois et s'entraîna seul, se concentrant sur la parade, la seule compétence qu'il avait acquise. Après une année, il pouvait parer 10 épées simultanément. Au bout de 3 ans, il en parait 100, bien qu'il n'eût toujours aucune autre compétence. Il continua de s'entraîner sans relâche. Après 10 longues années, Nour pouvait bloquer des milliers de coups simultanément, mais il manquait toujours de nouvelles compétences. Il décida de retourner au royaume de boue pour tenter sa chance à nouveau. À la guilde, la nouvelle superviseure fut déconcertée par ses capacités jugées inutiles. Lorsqu'elle ne put l'enregistrer, l'ancien superviseur apparut et le reconnut après 15 longues années. En entendant l'histoire de Nour, le chef déclara qu'il ne pouvait être accepté qu'en tant qu'aventurier de rang F, avec la stricte restriction de n'effectuer que de simples tâches urbaines. Nour accepta joyeusement et reçut sa licence de rang F, fou de joie d'être enfin un aventurier. Il commença à prendre de petites missions un peu partout dans la ville, fier de son travail et continuant de s'entraîner durant son temps libre. Un jour, il pénétra dans une montagne et aperçut un monstre à tête de vache retenant une personne en otage. De nombreux aventuriers étaient déjà présents, mais le monstre les massacra tous sans pitié jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Nour et l'otage. Déterminé à la protéger coûte que coûte, Nour lança des pierres pour distraire le monstre, utilisant des tactiques de frappe et de fuite. Quand il chargea sur lui, il bloqua ses coups jusqu'à ce que son épée commence à se fissurer. Le monstre se tourna vers la jeune fille et Nour s'élança, bloquant sa hache, son épée se brisa en 1000 morceaux, mais il continua de se battre avec toute l'énergie qu'il possédait jusqu'à ce que le monstre s'effondre. La jeune fille se libéra et le remercia de l'avoir sauvé. Nour, ressentant une profonde tristesse pour ceux qui étaient morts, lui dit qu'il n'était personne d'important et s'en alla discrètement, réalisant qu'il avait encore un très long chemin à parcourir. Après un certain temps, la jeune fille nommée Lina Beard s'agenouilla devant les corps des aventuriers jusqu'à ce que sa garde, Inès, la rejoigne et s'excuse de ne pas l'avoir accompagnée dès le début. Elle lui dit qu'il n'y a aucun sens à avoir un garde lors des épreuves des héritiers au trône, puis le garde Dokin lui annonça qu'il devait retourner au château immédiatement car Ren souhaiterait la rencontrer. Après cela, Ren s'assit, réfléchissant profondément à la raison de la présence d'un tel monstre dans les profondeurs de la caverne, et soupçonna qu'une main invisible se cachait derrière cet incident. Dokun lui rapporta qu'ils avaient découvert une bague à la main d'un marchand présent sur les lieux du crime, et après que l'expert mage Okun l'eut examinée, il s'avéra qu'il s'agissait d'une pierre magique pure, et que l'origine de la bague provenait du puissant empire magique des druides. Rin réalisa alors que l'Empire avait l'intention de les contraindre à la guerre en les provoquant de cette manière, car il désirait piller les richesses du royaume, à savoir les célèbres ruines de la grotte des perdus, un lieu mythique. Alors il ne pouvait pas croire qu'ils avaient perdu la trace du sauveur de sa sœur, la princesse Lynbourg, après qu'il eut réussi à vaincre le monstre avec une simple épée, un exploit incroyable. Le lendemain, le président de la guilde fut surpris de constater que Nour était toujours en vie, et Nour découvrit que l'incident de la veille avait été largement médiatisé dans tout le royaume. Le président s'inquiéta en remarquant qu'il avait disparu au moment où le monstre était apparu, et pensa qu'il l'avait attrapé, qu'il était mort.
Noor lui dit qu'il avait remarqué des personnes suspectes le suivant après l'incident, mais qu'il avait dû rentrer chez lui immédiatement à cause de la fatigue. Il réalisa alors que le président ignorait qu'il avait causé la mort du monstre la veille, et le président lui affirma qu'il n'aurait aucune chance face à lui, même s'il avait été un aventurier de rang A par le passé. Noor fit l'idiot pour éviter d'être démasqué, et le chef lui raconta qu'un homme mystérieux l'avait vaincu d'un seul coup. Le chef lui demanda ensuite s'il ne voulait pas obtenir un emploi plus convenable au lieu de sa situation actuelle, jugée si pathétique. Il lui dit alors qu'il pourrait gagner 30% de plus que son salaire actuel s'il décidait de prendre un emploi décent pour lui-même. Il fut surpris de voir Lynn se tenir derrière lui, l'ayant enfin retrouvé et lui disant qu'elle avait absolument besoin de le rencontrer. Quand elle lui parla de ses compétences, il réalisa qu'elle était en réalité une espionne et lui demanda de parler en privé. Alors qu'ils marchaient ensemble, Lynn utilisa ses capacités d'invisibilité et d'insonorisation pour passer complètement inaperçue. Une fois seule, elle lui dit qu'elle voulait le remercier comme il se devait d'avoir sauvé sa vie, et réalisa qu'elle l'avait trop loué en le décrivant comme ayant sauvé la vie de nombreuses personnes ce jour-là. Elle décida alors de lui offrir un cadeau de grande valeur pour sa bravoure, et lui annonça que son père souhaitait le rencontrer pour le remercier personnellement, mais il se contenta de mots d'éloge et de son sentiment de gratitude envers lui. Alors elle lui expliqua qu'elle avait un statut social élevé dans le royaume, et qu'elle se devait d'honorer ces deux personnes, à qui elle devait sa propre vie, mais bientôt, elle fut tellement exaspérée par sa conviction exagérée, qu'il ne voulait rien en retour pour l'avoir sauvée, qu'elle se mit à pleurer comme un bébé et lui déclara qu'elle ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas accepté sa gratitude, son profond remerciement. Se souvenant de sa jeunesse, lorsqu'il avait été rejeté par un aventurier de son école et avait insisté pour ne pas partir avant d'avoir convaincu le superviseur de l'entraîner, il n'eut d'autre choix que d'accepter de rencontrer son père. Alors, elle utilisa ses capacités et ensemble, ils se dirigèrent vers le palais royal. Lorsqu'ils arrivèrent, Noor fut impressionné par le luxe de sa demeure et en chemin à l'intérieur, il lui révéla son nom. Quand il lui demanda le sien, elle réalisa qu'elle avait oublié de se présenter correctement, alors elle lui dit son nom. Puis ils rencontrèrent Inès, et en apprenant que Noor était bien celui qui avait sauvé Lynn la veille, elle eut honte d'elle-même et dut le conduire là où se trouvait Ran. Noor remarqua qu'Inès le traitait avec une très grande prudence, une méfiance certaine. Puis ils rencontrèrent Gilbert en chemin, qui surprit Noor en pointant sa lance vers lui, ce qui le fit se sentir en insécurité à l'intérieur de la maison. Et en apprenant qu'il était l'invité de Lynn, il sourit sarcastiquement et insista sur le fait qu'il n'était pas une personne très nette, très claire, mais Inès lui murmura de les accompagner jusqu'au grand hall afin d'assurer la sécurité de chacun. Pendant ce temps, Rain était en réunion avec son père Clays, qui était furieux d'apprendre que l'empereur Derrida était derrière l'incident qui avait failli tuer sa fille et avait ainsi violé le traité de paix établi entre eux. Puis, Noor et les autres entrèrent dans le hall et Rain remarqua qu'elle portait une cape d'ermite, ce qui signifiait qu'elle était sortie sans permission. Elle lui dit qu'elle devait trouver son sauveur par tous les moyens. Alors Clays s'approcha d'eux, et Noor lui expliqua qu'il n'était pas un aristocrate et ne connaissait pas l'étiquette qui s'y rapportait. Afin de ne pas être mal compris, Clays lui dit que l'apparence et le statut social n'étaient pas importants, puis lui serra la main et exprima sa profonde gratitude pour avoir sauvé la vie de sa fille. Noor pensa que sa mission était terminée et qu'il pourrait rentrer chez lui à présent. Mais Clays lui déclara qu'il ne le laisserait pas partir sans l'honorer dignement, et qu'il était prêt à lui offrir des terres ou de l'argent s'il le désirait, selon son souhait. Mais il fut surpris de constater qu'il ne se souciait guère de ces choses, alors il lui proposa de lui donner la moitié des trésors de la caverne que le royaume possédait, car le royaume de Clays était réputé pour abriter la plus ancienne grotte du monde. Et Noor répondit qu'il n'avait besoin d'aucun cadeau coûteux, dans l'espoir de pouvoir s'en aller d'ici et de rentrer chez lui, mais il fut surpris lorsque Clays sortit son épée de derrière le trône et lui proposa de la prendre, plutôt que de la laisser comme une simple décoration. Et quand Noor la tint, il fut étonné par son poids considérable, ce qui indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une simple épée ordinaire. Et quand il sut qu'elle était sans valeur, tout comme lui, il accepta de la prendre. Alors Clays lui demanda de la brandir une seule fois, et quand il le fit, ils furent stupéfaits par sa force physique, capable de manier une telle épée d'une seule main. Il décida de lui demander d'aider Lynn à devenir plus forte, afin qu'elle puisse se protéger elle-même. Mais il lui répondit qu'il n'avait rien à lui enseigner et que c'était à elle de prendre une telle décision, de son propre chef. Après cela, il quitta le palais, fixant constamment sa nouvelle épée et sentant qu'il s'agissait d'une arme précieuse, contrairement à ce que Clays lui avait affirmé. Et quand il remarqua la taille imposante de la lame, il décida de l'utiliser plus tard pour nettoyer les égouts dans les rues de la ville. Puis il trouva Inès debout derrière lui dans la cour et lui demanda de lui accorder un peu de temps pour parler. Elle s'excusa auprès de lui pour sa manière inappropriée de le traiter, car les gardes de la famille devaient protéger tous les membres de tout danger. Puis elle se présenta à lui comme la commandante adjointe du corps des guerriers de Clays et surnommée le bouclier sacré. Puis elle lui dit que dorénavant elle l'aiderait autant qu'elle le pourrait, car il avait en quelque sorte pris sa place en sauvant Lynn à sa place. Et Noor sentit que tout le monde en faisait toute une histoire, une montagne. Puis elle le prévint de ne plus se comporter de la même manière à l'avenir, car elle n'acceptait pas son attitude en parlant au roi Clays devant eux. Et quand il constata qu'elle était très sérieuse à ce sujet, il lui promit qu'il ne répéterait plus son comportement.
Et après son départ, il trouva Gilbert l'attendant de l'autre côté et fut surpris quand celui-ci lui demanda de le rejoindre un instant. Nour est contraint d'accompagner Gilbert malgré son ardent désir de rentrer chez lui et découvre que celui-ci l'emmène sur un terrain d'entraînement où le reste des gardes se livrent à des duels lors d'une bataille simulée. Il se souvient qu'il s'entraînait toujours seul par le passé lorsqu'il fréquentait différentes écoles d'entraînement et n'avait jamais eu de coéquipier. Il sentit qu'un entraînement de ce genre avec Gilbert représentait une opportunité en or pour un aventurier en herbe comme lui. Alors il choisit de le défier en duel avec une épée en bois, tandis que tout le monde était stupéfait qu'il ose affronter quelqu'un comme Gilbert en face à face, sans crainte. Quand le combat commença, Gilbert l'attaqua et Nour continua de l'esquiver jusqu'à ce qu'il réalise que Gilbert n'utilisait délibérément pas tout son potentiel contre lui, car il ne le considérait pas comme un adversaire de taille. Alors il demanda un temps mort et lui dit de ne pas être si indulgent avec lui. Alors Gilbert se déchaîna et commença à l'attaquer à un rythme beaucoup plus rapide qu'auparavant. Et Nour remarqua qu'il laissait délibérément son dos exposé lorsqu'il l'esquivait, comme s'il essayait de le provoquer, tandis que Gilbert était furieux de ne pas réussir à le toucher avec au moins un seul coup. Alors que Nour sentait que Gilbert ne prenait pas leur combat au sérieux, Gilbert tenta de le tromper en changeant la direction de sa frappe en plein air, mais échoua toujours à le toucher avec sa lance. Alors Nour lui demanda d'augmenter encore plus la vitesse de ses attaques, de les intensifier, et voyant la réaction de Gilbert, il en conclut que celui-ci faisait de son mieux et que c'était peu, être lui qui était devenu plus fort après l'entraînement intensif qu'il avait suivi au fil des ans. En un éclair, Nour fut surpris par l'utilisation du Dragon Drive à pleine vitesse par Gilbert, tandis que Gilbert était choqué de ne pas pouvoir le toucher malgré tous ses efforts. Et quand Nour réalisa à quel point il était fort, il admit sa défaite et quitta les lieux au milieu du choc général. De l'autre côté, Gilbert était assis, hébété, et se remémora sa jeunesse lorsqu'il avait découvert son talent pour l'utilisation de la lance et était devenu célèbre dans la capitale royale, n'ayant aucune difficulté à écraser ses adversaires tout au long de sa vie, jusqu'à ce que il commença à s'ennuyer et à chercher lui-même de puissants adversaires. Son professeur lui suggéra de rentrer chez lui et de travailler comme garde. Il décida de retourner dans la capitale royale et consacra son temps à chasser les démons et à vaincre les nouveaux venus dans la Légion, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il était entouré de faibles partout et qu'il se lasse des combats et des batailles incessantes. Alors qu'il était allongé dans la forêt après avoir reçu un titre honorifique, Sig le rejoignit et s'étonna de le voir si maussade même après avoir été honoré. Gilbert lui dit qu'il ne servait à rien d'être honoré tant qu'il n'y avait aucune excitation et qu'il était toujours entouré de perdants inutiles, et il souhaita qu'il y en ait quelques-uns aussi forts et puissants que Sig. Lorsqu'on lui demanda s'il était fatigué d'entraîner de jeunes aventuriers novices, il lui répondit qu'il le faisait pour protéger le royaume, qu'il était impossible de gagner une guerre seul et qu'il croyait qu'un jour, quelqu'un émergerait qui serait capable de le surpasser, de le dépasser. Alors, Gilbert revint à la réalité et réfléchit à la personnalité excentrique de Nour. Car il était indifférent aux récompenses les plus généreuses du roi et à sa force à abattre une bête sauvage seule, même s'il semblait inutile et n'était pas un adversaire puissant, il ne put pourtant pas le toucher avec sa lance, malgré tous ses efforts. Bien que Nour ait admis avoir perdu contre lui, Gilbert se sentit humilié et vaincu pour la toute première fois de sa vie. Et après son départ, il fut surpris par les grandes fissures qu'il avait laissées sur le sol, comme s'il avait livré un combat acharné contre Son Goku. Alors il se sentit excité et attendit avec impatience sa prochaine confrontation avec Nour. D'un autre côté, Nour sentit qu'il avait failli mourir s'il n'avait pas utilisé ses maigres capacités physiques pour éviter la dernière attaque. Il réalisa qu'il était encore faible et qu'il devait devenir plus fort. Le lendemain, il pratiquait son travail habituel avec sa nouvelle épée et fut surpris par sa capacité à nettoyer complètement le drainage et à enlever la boue, même dans les endroits les plus difficiles. Il se sentit satisfait que son travail de nettoyage des égouts se déroule bien grâce à l'épée, mais il était frustré de devoir arrêter de travailler dans la grotte pendant un certain temps à cause d'un accident. Il s'assit, pensant à la façon dont il se retrouverait sans rien à faire en ville, puisqu'il n'était autorisé qu'à effectuer des tâches d'aventurier de rang F, les plus simples. Quand il songea à utiliser l'épée pour démarrer sa propre entreprise, il constata que les autres équipements seraient intrinsèquement coûteux. Alors il décida d'utiliser l'épée elle-même comme un grill pour cuire des aliments, mais le problème résidait dans la source du feu, car la flamme qu'il pouvait produire était vraiment très petite. Lin le rejoignit, et en la voyant, il se souvint de la menace d'Inès et la salua respectueusement. Puis il s'émerveilla qu'elle ait pu découvrir où il se trouvait après avoir interrogé le maître de guilde à son sujet, même s'il ne lui avait pas dit où il allait. Il se rappela alors qu'elle possédait la compétence de retrouver n'importe qui. Elle le choqua ensuite en lui demandant d'accepter qu'elle travaille pour lui en tant que subordonnée, afin de l'aider dans ses tâches quotidiennes. Elle promit de ne pas lui causer de problème, mais il n'hésita pas à la refuser catégoriquement. Alors elle tenta de le convaincre qu'il pouvait compter sur elle malgré son jeune âge, sa jeunesse. Il lui dit qu'il n'avait absolument rien à lui enseigner. Elle tenta de le séduire en lui proposant que sa famille lui paierait un salaire d'enseignant, mais cela fut en vain. Il lui répondit qu'il ne pourrait l'aider que si elle avait besoin qu'il fasse quelque chose par lui-même de son côté. Frustrée mais déterminée à lui prouver qu'elle était digne de confiance, elle utilisa simultanément la magie de glace et de feu,
affirmant que c'était l'une des compétences magiques de plus haut niveau qu'elle était capable d'employer, de maîtriser. Elle utilisa ensuite sa lame pour fendre un grand arbre en deux et continua de faire étalage de ses compétences bien au-delà des siennes pour le convaincre de l'accepter comme sa disciple. Cependant, il persista dans son refus et en vint à penser qu'elle était simplement obsédée par l'idée de devenir la disciple de quelqu'un comme lui et réalisa qu'il était juste pathétique en comparaison d'elle, un simple minable. Il lui dit qu'après tout ce qu'elle avait fait, il était maintenant conscient à 100% qu'il ne pouvait rien lui enseigner. Mais elle continua de le supplier de l'accepter comme son assistante. Alors il décida de lui montrer ce qu'il pouvait faire pour qu'elle le laisse tranquille et la convaincre qu'il n'était qu'une racaille, et que sa victoire sur le monstre ce jour-là était purement fortuite, un simple hasard. Après cela, Lin fit demi-tour après avoir réalisé que l'histoire du petit garçon sans talent n'était pas une fiction inventée par les professeurs pour les motiver à s'entraîner dur, et que Noor était le véritable auteur de cette histoire, le héros. Cependant, elle fut stupéfaite qu'un garçon de 12 ans ait pu s'inscrire dans les 6 écoles d'entraînement et y suivre 3 mois de formation dans chacune d'elles, malgré son manque de talent, et qu'il n'ait jamais abandonné. Et ce qui l'impressionna encore plus, c'est qu'il pouvait allumer une flamme, plus grande que celle d'Okun, le magicien le plus habile du monde, et pourtant il considérait sa flamme comme étant aussi petite et inutile que ses 6 autres capacités qui étaient presque au même niveau, sans grande différence. Lin trouva cela incomparable à la puissance inégalée de Noor et se sentit ridicule, comme un clown, alors qu'elle démontrait ses compétences devant lui pour l'impressionner. Elle admira sa capacité à vivre toute sa vie seule, sans avoir besoin d'aide, et jura d'obtenir un pouvoir similaire au sien, afin de pouvoir régner sur le royaume avec son frère, en toute légitimité. Le soir, elle alla le voir, et lui dit qu'elle le suivrait partout où il irait, jusqu'à ce qu'elle devienne aussi forte que lui, et qu'il la reconnaisse comme sa disciple, et lui apprenne comment il avait pu atteindre une telle force physique et mentale, une telle résilience. Le lendemain, Rain s'assit, réfléchissant à la raison pour laquelle son père avait décidé de donner son épée à quelqu'un comme Noor. L'histoire de cette épée remontait à l'époque où Clays était aventurier, avant de prendre les rênes du royaume, lorsqu'il était profondément enfoui dans une caverne avec les 6 seigneurs et avait découvert l'épée à l'intérieur de cette même caverne. Après cela, l'épée devint célèbre sous le nom de l'âme incassable en raison de sa dureté inégalée et acquit une valeur supérieure à toute autre épée. Et il réalisa que Clays dépendait beaucoup trop de Noor pour lui céder sa célèbre épée si facilement, et que cette épée pourrait bien être une arme secrète dont Noor aurait grandement besoin. Un jour, pendant ce temps, Lin prit son petit déjeuner avec Noor, qui était agacé qu'elle l'appelle maître, car il se considérait trop insignifiant pour que quiconque le respecte. Et pendant qu'il mangeait, il lui dit qu'il avait l'intention d'aller à la guilde, et pensa que lorsqu'elle verrait le niveau des tâches qu'il accomplissait, elle réaliserait à quel point il était simple, et pourrait abandonner l'idée de devenir son apprenti, sa disciple. Après s'être rendu à la guilde, le chef fut surpris de la voir l'accompagner, mais il ignora leurs questions. Nor lui dit qu'il cherchait une mission pour 2, alors il suggéra une chasse à l'ogre, étant donné que Lin est une aventurière de rang B. Mais Nor fut horrifié par cette idée. Il sentait qu'il profitait du rang élevé de Lin, alors il lui demanda si elle était d'accord, et elle répondit qu'elle ferait tout ce qu'il lui demanderait, ce qui le fit se sentir mal. Nor rassembla son courage et décida d'accepter la mission. Dans son excitation, il partit sans connaître l'emplacement. À son retour, le chef leur dit qu'il se dirigerait vers la forêt des monstres et qu'il devrait couper les oreilles de chaque créature chassée, sinon ils ne pourraient pas obtenir la récompense. Après cela, ils se dirigèrent vers la porte du royaume et commencèrent leur périple vers la forêt des monstres. Après leur arrivée, Noor remarqua que les arbres étaient très denses, il fut donc curieux de demander à Lin le type d'ogre. Elle répondit qu'ils s'attaquent généralement aux animaux, mangent les fruits des arbres et attaquent les humains. Ils doivent les éliminer avant que leur nombre n'augmente et ne provoque une crise alimentaire, mais en même temps, ils n'ont pas à les exterminer pour maintenir l'équilibre écologique. Après cela, ils continuèrent à vérifier toutes les zones pour trouver l'emplacement des ogres, mais ils réalisèrent que les rumeurs d'une diminution exagérée de leur nombre étaient vraies, jusqu'à ce que Lin sente la présence d'un monstre, mais un peu plus loin, ils commencèrent à marcher vers le monstre jusqu'à ce que Lin soit surprise de sentir une créature juste devant eux, mais elle disparut en quelques secondes. Ils continuèrent donc à marcher jusqu'à être choqués de voir un ogre se faire dévorer. Lin utilisa alors sa capacité pour détecter la présence de toutes les créatures autour d'eux et trouva un ogre géant juste devant eux. Nor fut choqué par la taille de l'ogre, pensant que c'était la taille moyenne, car c'était la première fois qu'il en voyait un. L'ogre déracina ensuite un arbre d'une main et poussa un cri puissant comme le vent. Noor décida alors de rassembler son courage et de se préparer à l'affronter, et Lin fit de même pour combattre à ses côtés. L'ogre utilisa l'arbre comme arme après l'avoir fendu en deux et se précipita pour les attaquer. Noor continua de le bloquer, et avec les attaques incessantes, il réalisa que l'ogre tentait de l'encercler. Lin utilisa alors ses capacités magiques pour l'attaquer, mais ils furent surpris par sa vitesse inattendue. L'ogre continua ensuite à utiliser des arbres comme armes et les leur lança de toutes ses forces pendant que Noor continuait de le bloquer.
Lin remarqua alors que l'ogre avait une pierre d'énergie au centre de son front et pensa qu'il devrait essayer de la retirer pour pouvoir le vaincre. Soudain, l'ogre leur lança plusieurs arbres à la fois. Lin utilisa la magie du vent pour tous les bloquer, provoquant une violente tempête. Ils découvrirent vite que l'ogre pouvait se soigner grâce à la pierre d'énergie, et Noor sentit qu'ils étaient en difficulté car Lin, avec ses capacités, ne pouvait pas lui infliger beaucoup de dégâts. Alors il eut une idée et lui demanda de diriger la magie du vent vers son dos, puis de placer l'épée derrière lui. Quand elle utilisa son pouvoir, Gnor utilisa sa capacité de plume pour esquiver rapidement les attaques de l'ogre, puis sauta vers lui, réussissant à détruire la pierre avec son épée et à l'arracher. L'ogre se saisit alors la tête et gémit de douleur, tandis que Lin réussissait à attraper la pierre. Il lui demanda de l'achever pour qu'il ne souffre plus. Elle réussit à le brûler avec la magie du feu. Après s'être assuré de sa mort, Nor jura de s'abstenir de tuer des ogres pour l'instant et de consacrer son temps à s'entraîner davantage. Après cela, la pierre d'ogre fut livrée à Rain. Quand il en apprit l'existence, il soupçonna l'Empire magique d'être responsable de cet incident, tandis que ses partisans suggéraient qu'il aurait pu détourner le démon de la théocratie de Mithra. Il fut étonné que Noor et Lin aient pu l'éliminer seul et se demanda comment l'ogre avait pu rester dans la forêt pendant quelques jours, selon les dires de Lin, sans être remarqué, même par la Légion secrète, grâce à sa furtivité. Pendant ce temps, le chef de guilde admira la capacité de Nor à vaincre l'ogre malgré ses maigres aptitudes, lui disant qu'il avait réussi la mission grâce à la présence de Lin. Il pensa qu'il devrait célébrer sa première mission de chasse, la considérant comme un énorme progrès dans sa carrière d'aventurier. Lorsque le chef leur demanda une preuve de la chasse à l'ogre, ils réalisèrent qu'ils étaient partis sans apporter son oreille droite comme demandé et que Lin l'avait réduite en cendres. Ils ne pourraient donc pas revenir la récupérer. Rain lisait des lettres des habitants du royaume concernant d'étranges événements récents. En reliant cela à ce qui s'était passé dans la forêt des monstres, il conclut que des ennemis avaient infiltré le pays. Il ordonna à tous les utilisateurs de compétences de recherche et de détection de se disperser dans le royaume pour trouver tout suspect et convoqua les 6 maîtres. Noor et Lin déjeunaient ensemble, et Noor était heureux de manger avec l'argent de sa première chasse. Il s'assit pour réfléchir à la durée de cette situation, et il réalisa que l'Empire magique était derrière les récents événements du royaume. Puis il s'assit, pensant à combien de temps Lin continuerait de l'accompagner partout où il irait. Il fut vite soulagé quand elle lui dit qu'elle rentrait chez elle aujourd'hui. Puis ils furent interrompus par l'arrivée de Rain, qui leur demanda soudainement d'aller demain matin dans la ville de la région montagneuse. Nor accepta sa requête et décida de rentrer chez lui pour faire ses bagages. Rain lui dit qu'il lui fournirait une calèche et un garde pour le voyage et qu'il couvrirait toutes ses dépenses de déplacement, car il était la seule personne sur laquelle il pouvait compter à ce moment-là. Le lendemain, ils commencèrent leur voyage vers la région montagneuse. Noor était aussi excité qu'un enfant, car c'était la première fois de sa vie qu'il montait dans une calèche. Il regardait constamment par la fenêtre et remarqua Lin assise, pensive, puis s'excusa auprès de lui pour le fardeau de son frère, qui lui avait demandé d'accomplir la mission. Lin espérait que rien d'étrange n'arriverait pendant leur séjour en ville. Inès lui dit que c'était la raison pour laquelle elle les accompagnait, pour la protéger de tout danger. Elle se souvint alors que Rain lui avait ordonné de fuir avec Lin et Noor vers la théocratie de Mithra dès l'annonce de la destruction de la capitale royale, car il avait le pressentiment que la capitale serait plongée dans un danger sans précédent. Inès s'excusa auprès de Noor de l'avoir impliquée, ce qui le fit se demander pourquoi elle prenait un voyage si simple si au sérieux. Puis il remarqua qu'elle semblait fatiguée et lui dit qu'elle avait quelque chose en tête en ce moment et qu'assurer sa sécurité était l'une de ses responsabilités. Il lui dit qu'il n'y pensait pas et qu'il était confiant en sa capacité à se protéger ou à s'échapper si nécessaire. Elle lui dit qu'elle avait une armure et qu'il n'aurait pas à fuir, quelles que soient les circonstances. Nor fut stupéfait en voyant son armure, une capacité magique. Il décida de lui faire confiance, car elle était si forte qu'elle pouvait être comparée à la puissance de Gilbert. En admirant son talent, il se souvint d'Inès enfant, quand elle avait pour la première fois découvert qu'il y avait un pouvoir mystérieux en elle. Elle fut surprise quand son ami de l'orphelinat essaya de toucher son pouvoir magique et se retrouva avec une coupure au doigt. Les professeurs de l'orphelinat l'appelèrent et lui demandèrent de leur montrer sa puissance. Håkon dit qu'elle avait un don rare du ciel, capable d'anéantir des pays entiers, et l'encouragea à apprendre à utiliser son pouvoir. Elle commença à s'entraîner sous la tutelle de Dandog, le maître d'armure, qui lui enseigna à transformer sa puissance en un bouclier la protégeant de toutes sortes d'attaques. Avec le temps, elle eut peur de faire du mal à quiconque, alors elle commença à établir des limites entre elle et les autres, jusqu'à se retrouver complètement seule. Quand elle rencontra Noor pour la première fois et qu'il lui dit son nom, elle se souvint de ce que Dandalk avait dit de lui, qu'il souhaitait être avec eux dans les circonstances les plus difficiles, quand leur armée manquait de soldats puissants.
Elle devint curieuse à son sujet, au point de commencer à envier quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré, et ce sentiment s'intensifia après l'avoir rencontré. Nor remarqua une route au milieu des champs de blé, puis découvrit qu'il y avait quelque chose qui bougeait au milieu des champs, qu'il ne pouvait pas voir de loin. Lynn utilisa sa capacité de camouflage et un grand monstre ailé en forme de dragon apparut devant eux. Pendant ce temps, Rain et Clays reçurent un rapport indiquant que plusieurs monstres étaient apparus autour de la capitale et qu'il manquait de soldats pour les gérer. Rain ordonna donc d'évacuer les civils de la capitale et convoqua la Légion et la Légion des chasseurs. Pendant ce temps, tous les chevaliers, soldats et même les 6 seigneurs se battaient pour défendre leur territoire partout dans la capitale, et le chaos commença à régner, tandis que Rain pensait que sa sœur et les autres étaient à l'abri de la guerre. De l'autre côté, un garçon mystérieux contrôlait un monstre marchant à travers les champs de blé. Il fut surpris lorsque sa barrière d'invisibilité fut détruite, et avant qu'il ne puisse contrôler le monstre, celui-ci l'attaqua. Noor se précipita vers eux et sauva le garçon du prochain coup du monstre. Inès réalisa que le garçon que Nor défendait était celui qui contrôlait le monstre pendant qu'il se cachait. Lynn se souvint de ce que Rain lui avait dit sur les démons, des demi-humains aux pouvoirs spéciaux qui avaient la capacité de contrôler les monstres et avaient presque détruit la théocratie de Mithra par le passé, poussant les chasseurs à en collecter autant de démons qu'ils le pouvaient, jusqu'à ce qu'ils les croient éteints, mais il fut découvert que leurs descendants étaient toujours vivants. Lynn réalisa que le garçon essayait de mener le monstre à la capitale royale, mais il perdit le contrôle après qu'elle ait découvert leur présence. Iné fut furieuse contre Noor pour avoir aidé quelqu'un comme lui, le traitant de fou et décidant de ne pas l'aider. D'un autre côté, Noor pensait qu'il devait tenir bon jusqu'à ce qu'Iné vienne l'aider, jusqu'à ce qu'il soit surpris lorsque le monstre cracha le poison mortel vers lui. Il ne put l'arrêter et commença à saigner de tout son corps jusqu'à devenir impuissant. Quand Lynn voulut aller l'aider, Iné l'arrêta et la prévint qu'une autre vague de brouillard toxique serait bientôt causée par le monstre et qu'elle ne pouvait en aucun cas la laisser en danger. Elle pensa donc que cela lui ferait gagner du temps pour s'échapper. Alors que le monstre répandait son gaz toxique, Inès utilisa son pouvoir pour protéger Lynn et lui dit qu'elle devait rester en vie car l'existence du royaume était en jeu. Lynn essaya d'utiliser la magie du vent pour purifier l'air du poison, mais à sa surprise, cela fit mourir des oiseaux qui tombèrent du ciel. Pendant qu'Inès protégeait Lynn, elle regrettait de devoir laisser Nor au bord de la mort sans l'aider, car elle n'était qu'une soldate, et son devoir était de protéger ses maîtres jusqu'à la mort. Puis elle remarqua l'un des sabots du monstre voler vers son armure, et le brouillard commença à se dissiper. Elle fut choquée de constater que Noor était toujours debout devant lui malgré son état misérable, et elle réalisa alors pourquoi Dandog avait reconnu sa force. Le garçon nommé Rollo se souvint de sa vie misérable en prison, où il fut humilié et sévèrement battu avec ses camarades de classe, car ils étaient les descendants des maudits pour leur capacité à contrôler les monstres, et furent emprisonnés après qu'un démon ait incité les monstres à mener des guerres et à verser. Avec le temps, Rollo remarqua qu'il avait la capacité de lire les pensées des gens autour de lui. Quand ils découvrirent sa nouvelle capacité, la violence et la haine envers lui augmentèrent, et malgré ses capacités, il était incapable de se défendre. Un jour, il fut chargé de conduire un groupe de monstres dans un pays pour les aider. Le garde le tenta en lui disant que s'il réussissait la mission, il cesserait de le battre sans raison et le laisserait se remplir l'estomac de la nourriture qu'il voulait. S'il refusait la mission, il vivrait. Ses pires jours en prison. Rollo fut contraint d'accepter la mission, d'autant plus qu'il était incapable de lire ses pensées à cause d'un appareil magique autour de sa tête. Il décida de faire confiance aux paroles du garde et commença son voyage avec les monstres jusqu'à ce qu'il rencontre Nor et les autres sur son chemin, et réalisa qu'il avait échoué dans sa mission dès qu'il perdit le contrôle du monstre et sentit qu'il allait mourir. Il fut soulagé de n'avoir fait de mal à personne de sa vie et espérait vivre une vie décente et paisible s'il était destiné à être ressuscité. Puis il fut surpris de voir Nor apparaître devant lui pour le défendre et se demanda pourquoi il le protégeait. Après avoir été exposé au gaz toxique du monstre, ils commencèrent à saigner, mais Rollo découvrit vite qu'il avait cessé de saigner grâce à la capacité de guérison de Noor. Noor continua de bloquer les coups du monstre jusqu'à s'effondrer, ayant perdu ses forces. Pendant ce temps, Noor se souvint de son enfance, quand il cueillait des ingrédients dans les forêts, et faillit mourir après avoir mangé une plante très vénéneuse. Le lendemain, il chercha dans l'un de ses livres et découvrit que la plante s'appelait Damar du dragon, la même que sa mère lui avait dit de ne pas manger. Malgré son extrême fatigue due au poison, il décida de continuer à s'entraîner et à pratiquer ses tâches quotidiennes. Mais le saignement revint et il fut incapable de bouger. Après un certain temps, son corps récupéra et il eut faim. Il alla donc cueillir des herbes et des plantes, puis fut surpris par un serpent qui le mordit à l'arrière-train.
Bien que ce soit l'une des espèces les plus venimeuses, il fut étonné de ne pas être affecté par sa morsure. Il décida alors de le prendre, de le manger pour le dîner, et trouva ça bon. Le lendemain, il retourna dans la forêt, attrapa un autre serpent, et le fit le mordre à la main. Il sentit alors que le poison se répandait lentement dans son corps par rapport à la veille, et réalisa qu'il avait acquis une immunité au poison. Il commença à passer son temps à développer son sens du goût pour les aliments toxiques, et après de nombreuses expériences, il n'acquit aucune compétence. Après cela, le monstre continua de l'attaquer, mais il retrouva ses forces et bloqua toutes ses attaques, tandis que Rollo était stupéfait par sa puissance. Puis le monstre se prépara à libérer plus de poison, et Nour sentit qu'il misait sa vie sur cette attaque. Avant que le monstre ne puisse cracher son poison, Nour l'attaqua et le força à retenir le poison dans sa bouche jusqu'à ce que sa tête explose, réussissant ainsi à le vaincre finalement. Puis il se dirigea vers Rollo pour s'assurer de son état, et quand il lui demanda pourquoi il était là, il fut choqué d'apprendre qu'il avait amené le monstre ici parce qu'il avait promis à quelqu'un de l'emmener en ville et à cause de sa folie inégalée. Nor pensa qu'il voulait amener la bête en ville pour qu'elle soit mangée, et qu'il avait gâché un grand festin et causé l'échec de la mission de Rollo. Il se sentit mal d'avoir causé la mort de la bête et rendu les efforts du garçon vains. Rollo fut surpris quand Rollo s'inclina devant lui et s'excusa d'avoir tout gâché, lui promettant de payer le coût du monstre, mais qu'il aurait besoin de temps pour rassembler l'argent. Nor lui dit qu'il n'avait pas besoin d'argent et que tout allait bien. Nor fut curieux de lui demander comment il avait pu amener une bête féroce comme lui à cet endroit, et ne comprit rien quand il lui parla de sa capacité à contrôler les monstres, pensant que c'était une compétence unique, et fut excité d'apprendre qu'il possédait cette capacité depuis sa naissance. Rollo hésita avant de lui dire qu'il était un descendant de démons et que tous les siens avaient la même capacité. Et parce que Nor, en tant qu'aventurier de classe F, ignorait de telles choses, il ne put réaliser qu'il était maléfique. Au lieu de cela, il souhaita avoir la même compétence pour que les animaux l'aident dans les travaux des champs et la cueillette d'herbes. Rollo fut surpris de constater qu'il ne lui en voulait pas et qu'il ne se souciait pas qu'il soit un démon. Il fut étonné quand Nor lui conseilla de ne pas se soucier de ce que les gens disaient, et que cela ne rendrait pas sa capacité moins utile. Et quand il se souvint comment il avait été humilié et insulté, à cause de sa capacité, il continua de pleurer, ne réalisant pas que son pouvoir pouvait bénéficier aux gens. Nour s'émerveilla de sa haine de soi, bien qu'il ait une capacité formidable, contrairement à lui. Il pensa qu'il ne réalisait pas sa valeur pour le moment, mais qu'il serait grand un jour. Puis, il lui tapota la tête et lui dit que tout le monde aurait plus besoin de lui que de lui-même. Lynn et Inez les interrompirent, et quand Lynn voulut l'examiner et le soigner, il lui dit qu'il était immunisé contre le poison et que son saignement avait déjà cessé. Elles furent toutes deux étonnées de son immense force physique pour résister à un poison si mortel, et conclurent qu'il avait être utilisé la compétence de Maître Sane, le maître du salut. Puis, il lui demanda de s'occuper de Rollo et de le soigner en premier. Quand elle le regarda, elle le reconnut immédiatement comme un descendant de démon à cause de sa peau pâle et de ses cheveux violets, et elle fut surprise que Nour veuille l'emmener avec eux dans la calèche. Quand ils lui demandèrent qui l'avait incité à emmener le monstre en ville, il leur dit qu'il ne savait pas, mais qu'il avait promis à celui qui le lui avait demandé d'accomplir la tâche. Inez réalisa, d'après son langage corporel et sa peur, qu'il était un esclave dans l'un des pays et qu'il avait été forcé de faire la tâche. Il lui dit qu'il avait les yeux bandés jusqu'à son arrivée ici et qu'il ne connaissait même pas la destination de la ville où il vivait. Nour décida donc de l'emmener à la ville la plus proche qu'il rencontrerait sur leur chemin. Lynn y réfléchit jusqu'à réaliser qu'il n'était qu'un garçon sans abri et faible même. Bien qu'il fût d'une race maléfique, elle décida de lui faire confiance et demanda à Inez de les laisser le prendre dans la calèche. Elle leur dit que la théocratie de Mitra interdisait aux démons d'entrer dans la ville car c'est une cité sacrée et ils pourraient être attaqués comme des ennemis. Puis une voix étrange interrompit leurs pensées et ils trouvèrent derrière eux une personne aux yeux bandés se tenant au garde à vous. Il s'avéra alors que la personne suspecte, nommée Zadou, était venue récupérer Rollo après l'échec de sa mission. Ils furent tous surpris par sa super vitesse à se précipiter et à les attaquer, mais Nor put les arrêter. Bien qu'ils ne connaissent pas le nom de Rollo, ils voulaient le récupérer car les gens, comme lui, valaient beaucoup d'argent. Zadou continua de l'attaquer et lui dit qu'il devait le ramener vivant à son client et le laisser en disposer lui-même. Zadou tenta d'utiliser sa vitesse pour le dépasser et atteindre Rollo, mais cela ne fonctionna pas contre Nour qui pouvait augmenter sa vitesse de mouvement en retour. Zadou décida de le cibler personnellement au lieu de Rollo, et quand il tenta de viser sa tête avec ses dagues, Nour le bloqua avec une telle force qu'il recula de plusieurs mètres sous la puissance du coup. Zadou s'émerveilla de sa force malgré une petite épée et du fait qu'il ait brisé l'une de ses dagues. Nor sentit qu'il était en difficulté, car tout ce qu'il pouvait faire était d'éviter ses attaques en utilisant uniquement son intuition.
et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne manque de force à ce rythme. D'autre part, Iné utilisa son bouclier pour protéger Lin après avoir réalisé qu'ils étaient en plein combat avec un aventurier de rang S, connu sous le nom de Zadou le Mort. Alors, je me suis souvenu du moment où ils enquêtaient sur une affaire le concernant, et avaient découvert que même les professeurs refusaient de s'impliquer avec quelqu'un comme lui, en raison de l'immense pouvoir qu'il détenait depuis son plus jeune âge. Hawken leur avait révélé qu'il avait obtenu le titre de conquérant de dragons à l'âge de 13 ans, après avoir maîtrisé l'art de l'alchimie naine peu de temps après. Zig poursuivit en expliquant qu'il était finalement devenu un criminel recherché pour avoir utilisé ses compétences et sa force à des fins maléfiques, et son nom fut alors associé à de nombreux crimes sanglants. Bien que la guilde n'ait pas pu retirer son nom de la liste des aventuriers en raison de ses contributions majeures et incontestables, Iné réalisa qu'il ne faisait absolument aucune distinction entre le bien et le mal, et qu'il priorisait toujours l'argent avant toute chose, ce qui expliquait pourquoi il acceptait n'importe quelle mission qu'on lui confiait, quelle qu'en soit la finalité, à tel point qu'il avait anéanti un pays entier en une seule mission, provoquant l'extermination totale de sa population et de la famille royale, sans épargner absolument personne. Après un certain temps, Sadou se retrouva à court de dagues, Nour les ayant toutes brisées en bloquant ses attaques incessantes, et il continuait de s'émerveiller devant cet individu étrange, doté d'une épée bizarre, capable de pulvériser ses dagues faites d'orichalque et de crocs de dragon. Il décide alors d'utiliser son épée en forme de croix et la lance vers le haut, jusqu'à ce que Nor découvre qu'elle se divise en plusieurs petites épées qui attaquent simultanément. Nor bloque l'une des lames et permet aux autres de pénétrer son corps afin de protéger Rollo. Iné sentit qu'ils allaient mourir à ce rythme, sous des milliers de lames, et qu'ils avaient absolument besoin de son aide, mais elle ne pouvait pas abandonner son devoir de protéger Lin. Finalement, elle se laissa emporter par ses émotions et demanda à Lin de la laisser partir les aider, puis utilisa son bouclier pour les protéger des lames qui pleuvaient sur eux. Elle commença alors à l'attaquer avec des boucliers, mais il les esquiva facilement. Elle décida donc de se concentrer uniquement sur la défense et demanda à Nor de s'en occuper. Il pensa alors à utiliser les griffes restantes du monstre pour l'attaquer et à employer sa capacité d'amélioration physique pour renforcer son bras. Au bon moment, il lança les griffes vers les lames et réussit à en détruire une quantité considérable. Zadou apparaît de nulle part et tente de frapper Inès avec sa lame à très courte portée, mais Nour l'intercepte avant que la lame n'atteigne son visage. Choqué par sa capacité à bloquer une attaque si proche et à briser ses dagues incassables, Zadou décide de battre en retraite pour l'instant après avoir perdu plusieurs de ses lames. Avant de partir, il leur dit qu'une célébration est sur le point d'avoir lieu dans la capitale royale sans donner de détails, et dit à Rollo de s'estimer heureux d'avoir abandonné l'idée de le récupérer. Puis, il tenta une dernière frappe avant de disparaître. Lorsqu'il réalisa qu'il était impossible de frapper Nour avec la moindre attaque, il disparut dans la fumée, tandis qu'Inès et Lin s'interrogeaient sur ce qu'il entendait par cette célébration. Comme à son habitude, Nour prit ses paroles au pied de la lettre et leur dit de ne pas s'en faire, car cela semblait être une bonne chose, puis suggéra de faire demi-tour. Rolla fut horrifié d'apprendre qu'il venait de la capitale et leur dit qu'il ne pouvait pas y retourner car le monstre le plus puissant y serait envoyé, suffisamment fort pour anéantir la ville. Mais Inès refusa de retourner à la capitale et fut surprise que Lin soit au courant de son accord avec Rain. Inès accepte de retourner à la capitale à condition que Lin ne la laisse pas derrière elle. Rollo décide de les accompagner dans l'espoir de pouvoir leur révéler quelque chose d'important. En chemin, Lin jure de capturer Zadou et de sauver son royaume du désastre avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Rain évaluait les dégâts causés par les monstres attaquant la capitale et la résistance des 6 maîtres face à eux. Il réalisa que l'ennemi attendait le moment propice pour attaquer avec la plus grande vague de monstres, car il ne pouvait ni les arrêter ni les supporter, et il continuait de deviner la direction d'où ils allaient l'attaquer. Puis, il remarqua que quelque chose de suspect planait dans le ciel, et lorsqu'il utilisa sa capacité à briser l'invisibilité, il fut choqué de voir un immense dragon noir voler directement au-dessus de lui. Alors que Nour et ses compagnons approchent de la capitale, ils sont choqués de voir le dragon planer directement au-dessus du royaume, et Lin réalise que ce n'est pas seulement un dragon ordinaire, mais qu'il est connu sous le nom de Dragon Invincible du désastre. De l'autre côté, le dragon commence à bloquer la lumière du soleil de la capitale royale, et Rain est choqué d'apprendre qu'il était censé être en hibernation, mais que quelqu'un l'a réveillé. Il ne peut pas comprendre pourquoi quelqu'un aurait recours à un moyen aussi destructeur pour un différend mineur. Bientôt, le dragon commença à terroriser tout le monde en détruisant un grand nombre de bâtiments avec ses seules ailes. Rain ordonna donc que tous les civils soient déplacés de la capitale et que la force soit utilisée si nécessaire. Alors que les Six Maîtres se battent toujours sur tous les fronts et ne peuvent se réunir en un seul endroit, d'un autre côté, Gilbert demanda à Clay de se cacher dans un endroit sûr. Clay lui dit qu'il avait encore quelque chose d'important à faire et ordonna aux guerriers de s'assurer que la capitale soit évacuée de ses civils et de les protéger. Lin était frustré de savoir que son père choisirait de se sacrifier pour sauver son peuple, auquel cas il mourrait sûrement et elle ne pourrait pas l'aider. Nor suggéra alors d'utiliser la capacité de souffle de vent qu'ils avaient employée contre l'ogre géant afin qu'il puisse atteindre la capitale à toute vitesse.
et lui dit qu'il pouvait encore la sauver. Famille, car il devait beaucoup à tout le monde, et Lynn sentit qu'elle se noyait dans son pessimisme, et ce, en vain. Pendant ce temps, Clay se souvint du moment où il négociait le traité de paix avec Darida, et Darida lui avait dit que la grotte des déchets de son royaume serait gâchée avec des racailles comme eux, alors qu'il pourrait utiliser ses ressources pour dominer le monde. Mais Clay refusa de lui céder la grotte des déchets à tout prix. Il réalisa alors qu'il avait sous-estimé Derrida et ne s'attendait pas à ce qu'il l'attaque avec toute sa force. Afin de prendre le contrôle de la grotte, il décida d'assumer la responsabilité de l'échec des négociations et grimpa au sommet du palais, se souvenant du moment où Lynn l'y avait accompagné enfant. Clay se sentit indigne du roi de penser à la sécurité de sa fille dans de telles circonstances, et décida de jouer à nouveau l'aventurier et d'affronter le dragon lui-même, jurant de lui arracher un œil. Pendant ce temps, Lynn se prépara à lancer son sort sur Nour et le prévint que le choc du vent serait bien plus sévère qu'auparavant. Inès la soutint avec son bouclier et Lynn mit toute son énergie dans l'explosion pour la propulser aussi vite que possible vers la capitale. De l'autre côté, le dragon s'approcha suffisamment de Klaz et se prépara à déchaîner son attaque sur lui. À ce moment précis, Rain réalisa qu'il allait utiliser l'attaque du souffle du dragon qui avait brûlé le continent entier des centaines d'années auparavant. Klaz réalise qu'il ne pourra pas se venger et décide d'agir comme un roi une dernière fois. Il sort sa dague, connue sous le nom d'épée explosive, pour infliger le plus de dégâts possible au dragon au moment de sa mort. Quand tout le monde voit la lumière de l'épée, il réalise qu'il a l'intention de sacrifier sa vie pour son peuple, sans hésitation. Mais avant qu'aucun d'eux ne puisse s'attaquer, Nora apparut parmi eux et réussit à bloquer l'attaque foudroyante du dragon, la déviant vers le ciel au milieu de l'étonnement général. Le dragon se retrouva alors entouré d'une tempête de poussière, et son contrôleur ne réalisa pas qu'un petit être humain comme Nour pouvait bloquer son attaque, et tenta de le repousser avec sa queue, mais ne réussit absolument pas à lui faire le moindre mal. Après cela, les autres arrivèrent dans la capitale avec l'intention de trouver Clay et de s'échapper rapidement, tandis que Nora combattait le dragon. Mais ils furent bientôt surpris lorsque des débris tombèrent vers eux et les firent trébucher de leurs chevaux. Puis, ils trouvèrent plusieurs ogres sur leur chemin, alors Inès utilisa son bouclier en cas d'attaque. Lynn sentit qu'elle était en difficulté, car il y en avait tellement, bien qu'ils fussent plus petits que ceux qu'elle avait combattus dans la forêt. Mais elle se ressaisit et décida d'adopter la même mentalité que Nour, utilisant ses capacités magiques pour les attaquer. Cependant, ils se précipitèrent vers eux, et Rollo décida alors d'utiliser sa capacité et réussit à contrôler les ghouls, leur ordonnant de cesser tout mouvement. Lynn et Inez purent alors les écraser avec une facilité déconcertante. De l'autre côté, le dragon était furieux à l'idée qu'un simple humain puisse résister sans effort à ses coups, tandis que Nour se demandait si la dureté de son épée n'était pas exagérée et soupçonnait qu'elle contenait un secret. Le dragon décida alors d'utiliser son atout majeur et de lancer sa dernière attaque, s'envolant loin dans le ciel, et se prépara à libérer une puissante explosion de sa gueule vers lui. Mais le choc fut qu'il réussit à bloquer son rayon et à le diriger vers le ciel, sous les yeux ébahis de tous. Alors, Rollo tomba dans le désespoir car Nour avait rendu le dragon extrêmement furieux et l'avait provoqué en ne le prenant pas au sérieux et en affrontant sa puissance sans effort. Le dragon se précipita alors vers lui avec colère, mais Nour réussit à l'arrêter et lui brisa l'un de ses crocs. Le dragon se calma ensuite et se rendit à l'évidence qu'il existait un être humain capable de l'arrêter et de se tenir devant lui. Tout le monde fut surpris qu'il se soumette directement face à lui. Et lorsque Nour remarqua le croc de dragon brisé, il se souvint de l'histoire que son père lui racontait sur le héros qui avait réussi à vaincre le seigneur dragon et à extraire des matériaux pour fabriquer des armes et des médicaments de son corps, contribuant ainsi à la prospérité de son pays et devenant un véritable héros et sauveur. Alors Nour sourit humblement et s'assit devant le dragon, lui disant qu'il manquait de toutes les caractéristiques d'un véritable héros. Puis, il vit ses camarades s'approcher de lui après qu'ils eurent réalisé que le dragon n'avait aucune intention de poursuivre le combat, et Nour réussit à sauver le royaume de Clay et son peuple de l'extermination totale. Après s'être approché de Nour pour s'assurer de son état, il remercia Rollo, pensant que c'était lui qui avait contrôlé le dragon et l'avait forcé à arrêter de se battre au bon moment. Mais Rollo le nia, alors Nour se souvint qu'il croyait que certains craignaient sa capacité à contrôler les monstres et que c'était là la raison de son déni. Il lui demanda de dire au dragon de retourner d'où il venait sans plus jamais nuire aux humains. Lorsque Linen et Inès furent surprises par son désir, il leur dit qu'il savait que le dragon était dangereux et qu'il devrait s'en débarrasser ici, mais pour une raison quelconque, il voulait qu'il reste en vie. Rollo hésita à utiliser ses pouvoirs devant eux. Nour lui murmura qu'il ne le craindrait ni ne le haïrait et qu'il devait être courageux.
Il s'approcha du dragon, et avant qu'il ne puisse communiquer par télépathie avec lui, le dragon lui dit qu'il n'obéirait qu'aux ordres de son maître, à la grande confusion de Noor. Alors Rollo réussit à le convaincre des requêtes de Noor, et le dragon s'envola en paix. Mais bientôt, il tomba mort après une attaque surprise de l'armée de Derrida, qui ordonna à ses partisans d'attaquer ce qui restait intact dans la capitale. Il ne cessait de penser qu'avec cette guerre, les gens réaliseraient que son empire est invincible et personne n'osera se dresser contre lui, jamais. Nora et les autres se rendirent alors à l'endroit où le dragon était tombé, et quand il voulut s'en approcher pour voir s'il était mort ou vivant, ils furent surpris de voir un nombre considérable de soldats de l'Empire magique de l'autre côté. Derrida les observa à travers ses lunettes et ordonna une attaque immédiate. Derrida pensait qu'il serait capable de les achever et de les vaporiser facilement, mais il fut choqué de voir Noor bloquer l'attaque de son arme mortelle sous ses yeux. Lyn sentit alors qu'ils étaient en difficulté, car l'armée du royaume n'était pas suffisante pour faire face à tous ces soldats, et décida de battre en retraite pour le moment. Mais bientôt, ils furent de nouveau attaqués avant même de pouvoir bouger, et cette fois, Iné bloqua l'assaut avec son bouclier. Alors Noor décida de jouer le rôle d'appât pour gagner du temps et aider les autres à s'échapper, et il opta pour des tactiques de frappe et de fuite. Il fut surpris par la volonté de Lyn de l'aider, et se prépara à utiliser la capacité de souffle de vent pour les combattre à bout portant. Alors qu'il volait dans les airs, il fut surpris par une autre attaque de l'armée, mais il réussit à la bloquer. Puis, il utilisa sa capacité d'amélioration physique et se précipita vers l'armée, décidant de continuer son plan, et continua de bloquer tous leurs coups devant Derrida, qui voyait les armes et les armures de ses soldats voler dans le ciel, jusqu'à ce que Noor l'atteigne et se retrouve directement devant lui. Alors les épées commencèrent à pleuvoir sur les soldats comme une averse, perçant leur corps et les mettant tous hors de combat. Sans que Derrida ne réalise ce qui se passait autour de lui, il se retrouva seul face à Noor, qui attaquait tous ceux qu'il voyait devant lui en un clin d'œil. Puis, il vit Noor le fixer avec des regards maléfiques, s'approcher de lui et le saisir violemment. Il réalisa qu'il était condamné à mourir ici et maintenant, mais il tenta désespérément de se défendre avec une épée. Cependant, Noor utilisa ses capacités et fit voler ses wagons dans le ciel, les faisant tomber directement sur lui. Derrida ne pouvait pas comprendre l'effondrement soudain de son armée, malgré leur force et leur préparation au combat. Et quand il regarda de plus près son épée, il se souvint que c'était l'épée de Clay et ne réalisa pas qu'il pouvait la tenir d'une seule main si facilement. Alors il réalisa qu'il ne s'était pas encore débarrassé de lui, parce qu'il voulait l'humilier et le torturer avant de lui prendre son âme. Et Noor fut surpris de le voir uriner sur lui-même de peur, puis il se précipita vers son cheval et s'enfuit. Pour Noor, Derrida n'était qu'un vieil homme dans un costume éclatant et tape à l'œil. Son plan était de ne pas laisser ses soldats ramasser leurs armes et l'attaquer tous en même temps, afin de pouvoir les maîtriser. Lorsqu'il fut surpris de voir Darita s'enfuir, il se retrouva incapable de se tenir debout et pensa qu'il avait atteint ses limites, complètement épuisé. Alors les soldats commencèrent à l'encercler de tous côtés tandis qu'il saignait. Il réalisa que sa faible capacité de guérison serait inutile face à son extrême fatigue, et quand il sentit qu'il était sur le point de perdre connaissance, il espéra que les autres avaient réussi à s'échapper. Puis il fut surpris par un groupe de météores pleuvant sur les soldats comme une averse. Il se souvint que cette capacité était spécifique au maître Mion, et trouva Gilbert utilisant la technique du Dragon Drive pour le sauver des soldats qui l'encerclaient. Bientôt, les 6 maîtres se rassemblèrent autour de lui et prirent le contrôle. La situation. Et Noor fut surpris de constater qu'il s'agissait des professeurs qui avaient fréquenté leurs écoles d'entraînement quand il était jeune, mais personne ne se souvenait de lui. De l'autre côté, Okun invoqua un groupe de ses partisans et utilisa ses capacités magiques pour lier les ennemis sur place et les immobiliser, afin que Dandog et ses soldats puissent avancer et les attaquer de toute leur force. Après un certain temps, les 6 maîtres remportèrent leur bataille contre l'Empire magique et secoururent Noor. Lorsque Lyn utilisa ses pouvoirs pour soigner ses blessures, elle lui dit que les forces de l'Empire avaient été complètement vaincues après que Sain eut interrogé l'un de leurs chefs. Quand Okun apprit que Derrida s'était enfui dès que ses soldats furent vaincus, il se moqua de lui pour avoir demandé à son peuple de l'appeler un souverain sage. Quand Noor réalisa qu'il parlait de Derrida, il lui parla de son équipement plaqué or, excessivement cher. Okun dit que c'était un équipement de haute qualité qui supportait de multiples ensembles de compétences et était fait d'oricalque. Sig lui dit qu'il ne pourrait pas l'attraper s'il atteignait la frontière. Okan pensa qu'ils auraient besoin d'un moyen de voler. Nor pensa que c'était possible s'il pouvait soigner le dragon. Alors, Sain utilise ses pouvoirs pour soigner le dragon. Et Nor est surpris de découvrir qu'il se souvenait de lui, tandis qu'Okan est surpris qu'il soit devenu un jeune homme. Il exprime son inquiétude à l'idée qu'ils montent tous le dragon en même temps, mais leur dit que Rolla sera avec eux et prendra le contrôle du dragon. Alors ils trouvèrent le dragon reprenant progressivement conscience après avoir reçu des soins.
Et quand il se rétablit, Noor réalisa, d'après son comportement, qu'il était en colère et voulait se venger. Alors Rollo lui dit qu'il voulait qu'il lui ordonne de se venger, et Noor fut alors surpris que le dragon le considère comme son maître. Et quand ils voulurent tous qu'il les accompagne, il se souvint qu'il souffrait d'acrophobie, mais il devrait monter avec eux car c'était lui qui avait eu l'idée. Après tout, puis il fut surpris que le maître espion Caro les accompagne pour les aider à se cacher au cas où ils en auraient besoin. Ensuite, ils furent rejoints par Clays et Rain, qui décidèrent de les accompagner pour négocier. Et Iné pensa que Ren la punirait pour avoir désobéi à ses ordres, mais il fut heureux qu'elle ait préféré revenir plutôt que de s'enfuir à Mitra. Dandald se demanda si Sig regrettait de n'avoir rien dit à Gnor, et lui dit qu'il n'avait pas besoin d'eux dans sa vie en premier lieu, et que l'idée de l'adopter et de l'élever n'était rien d'autre que de l'arrogance pure. Et Dandald fut d'accord avec lui, car il se considérait comme une plaisanterie comparée à son pouvoir. En chemin, ils continuèrent de chercher Derrida sans la moindre trace de lui, ce qui inquiéta Rain à l'idée de retourner sitôt dans son empire. Mais Lyn le trouva courant à toute vitesse sur le pont avec son cheval. Quand ils virent qu'il approchait des portes de l'Empire, ils pensèrent qu'il serait condamné s'il décidait de pénétrer sur son territoire. Et en même temps, ils ne pouvaient pas le laisser s'échapper. Alors Inès pensa à détruire toute la zone de défense de l'Empire afin qu'ils puissent s'échapper plus tard si nécessaire, et elle réussit à écraser leur défense avec une facilité déconcertante. Pendant ce temps, Lyn rassemble son courage après avoir réalisé que tout le monde autour d'elle est exceptionnellement fort, et avec Noor à ses côtés, elle sent qu'ils ont une bien meilleure chance de vaincre l'Empire magique. De l'autre côté, Derrida s'approcha des portes de l'Empire, se sentant comme s'il était renaissant. Et une fois à l'intérieur de sa patrie, il devint très en colère d'avoir été soumis à tant d'insultes et arriva à son trône dans un état lamentable. Et quand ses partisans l'interrogèrent sur les soldats, il exprima son indignation que il ait pris la peine de fournir à des perdants comme eux les armes et armures les plus fines et les plus coûteuses, puis il fut choqué en voyant le dragon du désastre approcher du quartier général de son palais, après avoir cru avoir causé sa mort. Mais il réalisa pourquoi il était encore en vie quand il vit Sain avec eux, et devina que quelqu'un contrôlait le dragon. Alors il ordonna à l'un de ses partisans d'amener le dresseur de monstres, mais celui-ci lui dit que le dresseur était parti pour une autre ville pour une affaire urgente. Derrida était furieux et continua de réprimander ses partisans jusqu'à ce qu'il ait l'idée d'utiliser son arme mortelle, le Kouranos. Malgré les avertissements de ses partisans concernant les dangers d'utiliser l'arme en pleine ville et le fait qu'elle était encore en phase de test, il insista pour l'utiliser afin de tuer le dragon et leur dit qu'il n'avait besoin de le frapper qu'une seule fois. Quand les Kyrénos furent prêts et commencèrent à attaquer le dragon, ils furent surpris par la répulsion du rayon de l'arme par Noor avec une force incroyable, et Derrida finit par regarder son empire s'effondrer après que le rayon eut changé de trajectoire et explosé dans le ciel, faisant pleuvoir une averse de projectiles sur tout l'empire. Il vit bientôt ses partisans l'abandonner un par un et le tenir entièrement responsable de la catastrophe. Pendant ce temps, Carol perdit la trace de Derrida après qu'il fut entré dans le bâtiment. Quand ils virent l'attaque de son arme létale, Noor fut capable de riposter mais finit par sauter du dos du dragon et s'écraser dans le bâtiment. De l'autre côté, Derrida se retrouva entouré par un groupe de soldats qui voulaient se débarrasser de lui pour assurer la survie de l'Empire. Avant qu'ils ne puissent lui prendre son âme, ils furent surpris lorsque Noor entra dans le bâtiment. Ils pensaient qu'il voulait protéger Darda et l'ont attaqué, mais il les a bloqués, faisant chuter Darda au sol. Hernideus lui a alors déclaré qu'il devait expier de sa vie les torts causés à la nation, puis Noor a proposé de régler leur désaccord calmement. Un soldat leur a lancé une bombe, et Noor a dû repousser Derrida d'un coup de pied pour éviter l'explosion imminente. Ils se demandaient pourquoi ils s'obstinaient à vouloir éliminer un vieil homme, bien qu'il fût leur empereur. Mais ils ne l'écoutèrent pas, persistant à attaquer Derrida. Il leur dit qu'il n'était qu'un vieillard au seuil de la mort, ne valant pas tant d'efforts. Arnadius affirma qu'il fallait s'en débarrasser avant l'invasion ennemie. Noor comprit alors qu'ils pensaient qu'ils étaient venus dans l'intention de conquérir l'Empire. Puis les autres l'ont rejoint, et Sain leur a expliqué qu'il n'était nul besoin de sacrifier la tête de leur empereur pour survivre. Alors Noor a décidé de laisser ses camarades prendre le relais et d'opter pour des négociations pacifiques. Rhin commença à négocier avec Derrida. Le trouvant tremblant de peur, suppliant pour sa vie, il lui révéla que son pays comptait environ 127 victimes. Il était prêt à le gracier en échange d'une souffrance équivalente à celle des victimes. Bientôt, il découvrit Coral qui se préparait à le torturer, tandis que Sain le soignerait chaque fois qu'il aurait suffisamment enduré. Ensuite, Lyn s'occupa des blessures de Noor. Voyant la dévastation de l'Empire, il se sentait coupable d'avoir provoqué tout cela, mais Lyn le réconforta, lui disant qu'il les avait protégés et que la faute incombait à Darrida.
Il se demanda s'il y avait eu des victimes de cette attaque. Elle lui expliqua que l'assaut avait frappé les fours à énergie magique, lesquels renferment une quantité colossale d'énergie, rendant toute entrée humaine impossible. Ainsi, les habitants de l'Empire ne subiraient pas les mêmes dégâts que ceux de son propre pays. Une fois les négociations terminées, Rain les rejoignit, leur annonçant que dorénavant, les deux nations œuvreraient de concert pour la reconstruction après la fin officielle de la guerre. Derrida, lui, décida d'abandonner son poste, et ses petits-enfants, bien qu'âgés de seulement 10 ans, prendraient sa succession donc. Les membres de la cour des 10 hommes devraient être leurs tuteurs. Ensuite, la cour des 10, menée par Rendias, les rejoignit pour présenter ses excuses à Nour, l'ayant attaqué par méprise, et affirmant être prête à le dédommager pour les torts subis. Nour ne s'en souciait guère, leur expliquant que ce qui l'avait irrité, c'était leur acharnement sur un vieil homme, insistant pour provoquer sa mort. Rendius lui rétorqua que s'il ne les avait pas arrêtés, leur pays aurait sombré dans une terrible guerre civile. Il le remercia d'avoir sauvé la situation et jura qu'il serait prêt à lui prêter main forte à tout moment. Puis, ils entendirent le dragon émettre un son, et Rollo leur expliqua qu'il s'ennuyait et désirait s'en aller. Avant leur départ, Rendius se présenta à Nour, espérant une future rencontre. Une fois le dragon envolé, Nour demanda à Rollo de lui dire de voler près du sol. Lynn, elle, pensa qu'il méditait sur les dégâts de l'Empire, tout en luttant contre son acrophobie durant tout le trajet. De retour au royaume, les Clay remercièrent Nour de les avoir épargnés d'une guerre d'anéantissement. Ren proposa de lui offrir une récompense pour ses prouesses sur le champ de bataille, mais il refusa catégoriquement toute rétribution pour son aide précieuse. Mais Class insista pour lui offrir une récompense digne. Alors Nour songea à leur demander d'aider Rollo, qui était désormais considéré comme sans-abri, sans foyer, ni patrie où revenir, une situation des plus précaires. Claz hésita à secourir un enfant de la race démoniaque, craignant que la cité de Mitra ne les considère comme des ennemis s'ils acceptaient un tel individu. Nour, lui, envisageait de lui offrir une vie digne dans la capitale en tant que citoyen et de veiller à ce qu'il vive sous la protection d'une famille aisée. Il expliqua ensuite à Claise que Rollo avait grandement contribué à l'arrêt de la guerre, ayant réussi à contrôler les dragons et à mener des négociations avec l'Empire magique. Rollo, lui, ignorait toujours les intentions de Nour, qui cherchait à l'aider et à lui offrir une vie meilleure. Il se remémora alors que, quelques heures auparavant, il avait ardemment souhaité mourir, pour renaître dans une existence exempte d'humiliation et de coups, une vie nouvelle et paisible. Le soir, Rollo se réveilla dans sa nouvelle chambre, sans avoir été battu, et rejoignit Inès pour le dîner. Elle avait décidé de prendre soin de lui et de l'accueillir chez elle. Rollo fut stupéfait de pouvoir manger à sa guise, sans aucune crainte, et des larmes de bonheur commencèrent à couler. Le lendemain, Nour prit conscience de la gravité de la situation du royaume, dévasté par les dégâts. Nombreux étaient ceux qui avaient perdu leur foyer et leurs biens. Il fut soulagé de découvrir que la guilde était intacte et toujours debout. En fixant son enseigne, il se remémora son échec passé à acquérir une compétence qui le qualifierait à devenir un aventurier. Il n'aurait jamais imaginé que le destin le réunirait, lui et son maître, après 15 longues années, une rencontre inattendue. Nour se remémora le temps où il s'entraînait avec Sig pour maîtriser l'épée. Sig pensait qu'il ne supporterait pas la rigueur de l'entraînement plus de 3 jours, mais fut étonné de le voir persévérer et endurer les exercices les plus ardus sans se plaindre. Il réalisa alors que Nour avait un avenir des plus prometteurs. À la fin de l'entraînement, Nour s'approcha, lui demandant de lui révéler les compétences qu'il pourrait acquérir. En voyant la vitesse fulgurante de Sig, il fut stupéfait de sa puissance. Mais Sig, lui, fut choqué que Nour puisse percevoir les moindres détails de ses attaques, malgré sa rapidité extrême, et réalisa qu'il pourrait bien surpasser sa propre force à ce rythme effréné. Après 2 mois d'entraînement, il fut surpris que Nour ne progresse pas, hormis l'acquisition de la compétence de blocage. 3 mois plus tard, il décida de lui dire d'arrêter, estimant que c'était une perte de temps. Il regrettait qu'un garçon, malgré sa diligence et ses capacités, ne soit pas destiné à devenir épéiste, mais il lui conseilla de chercher son talent ailleurs. Après son arrivée à l'école de Dandald, il fut étonné que Sig le recommande pour une formation de guerrier dans son établissement, étant donné sa petite taille physique comparée aux autres. Mais Nour, avec un enthousiasme ardent, lui déclara vouloir devenir aventurier à tout prix. 2 mois plus tard, Dandog fut impressionné par les capacités inattendues de Nour. Après l'effondrement d'une grande partie de la colline, il se précipita pour sauver ses élèves des rochers. Il fut surpris par le courage et la ténacité de Nour, qui resta debout, prêt à stopper les débris. Dandog songea alors à prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il devienne une armure invincible. Mais après 3 mois, Standelg fut déçu de son échec à acquérir la moindre compétence et dut lui demander d'arrêter l'entraînement. Il lui fallut donc chercher une autre école, une nouvelle voie à explorer. Lorsqu'il rejoignit l'entraînement de Mian, elle lui tendit de petites pierres,
lui demandant d'atteindre une cible suspendue à un arbre lointain, espérant ainsi trouver un prétexte pour le refuser. Mais elle fut stupéfaite de le voir frapper la cible avec une précision redoutable. Elle lui demanda de réessayer, et quand il l'atteignit de nouveau, elle comprit qu'elle n'avait plus le choix que de l'accepter. Elle le fit s'exercer uniquement au lancer de pierres, à la différence de ses camarades, car elle craignait qu'il ne lui cause des ennuis s'il utilisait un arc et des flèches, compte tenu de sa visée exceptionnelle. Lorsqu'il lui demanda de s'exercer à l'arc, elle lui tendit le sien, lui indiquant la position de tir. Mais dès qu'il saisit la poignée, il fut stupéfait de le voir se briser net entre ses mains. Il tenta maintes fois de tenir l'arc correctement, mais en vain, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'arc d'entraînement et qu'elle brise également le sien. Arc, elle lui déclara que son unique entraînement serait le lancer de pierre. 2 mois plus tard, Mian fut stupéfaite de sa force. Quand elle lui demanda où il avait acquis cette habileté, il lui expliqua qu'il chassait les oiseaux de cette façon. Elle commença alors à douter de l'intérêt de le garder comme élève. 3 mois plus tard, elle décida de l'expulser, arguant qu'il manquait de la sensibilité requise pour manier toute arme délicate, et ce, malgré sa grande habileté à viser avec précision, sans même l'aide d'un arc, une capacité pourtant remarquable. Ensuite, Noor se rendit à l'école d'espionnage de Caro. Lors de son premier entraînement, Caro estima que ses compétences en furtivité n'étaient pas si mauvaises, mais il parvenait à le détecter et à le frapper dès qu'il s'approchait, ce qui était un problème. Lors de l'entraînement d'évitement des pièges, il fut surpris par sa vivacité d'esprit, bien que cela n'ait aucun rapport avec l'objectif de la formation. Il réussit à déjouer les pièges, malgré son caractère parfois impulsif, une aptitude inattendue. Après 3 mois, il dut lui annoncer qu'il n'avait aucun avenir dans la classe d'espionnage, faute de compétences requises. Cependant, il estima qu'il possédait de nombreuses qualités, malgré ce manque d'aptitude, et décida de l'inviter à rejoindre l'agence de renseignement de la capitale. S'il renonçait à son rêve d'aventurier, Noor se rendit ensuite à l'école d'Okon pour y apprendre la magie. Malgré son jeune âge, Okon accepta de le prendre comme élève, une décision surprenante pour beaucoup. Après 2 mois, Noor était incapable de lancer le moindre sort magique. Okon comprit alors qu'il ne possédait aucune énergie magique en lui et lui suggéra d'entrer dans la chambre d'écho énergétique, espérant qu'il y acquérait l'énergie nécessaire pour pratiquer la magie. Il le prévint de sortir s'il sentait les courants s'intensifier. Quelques jours plus tard, il fut choqué d'apprendre que Noor n'était toujours pas sorti de la pièce, craignant qu'il n'y ait péri. Mais en entrant, il le trouva en parfaite santé et fut surpris de se voir sortir de la pièce. Noor lui demanda de ne pas l'interrompre, car il sentait qu'il était sur le point de réaliser des progrès significatifs. Après 3 mois, Noor n'avait appris aucun sort, hormis l'invocation d'une minuscule flamme sur son doigt, ce qui rendait Okon désespéré, jugeant impossible qu'il devienne magicien. Mais il fut rapidement sidéré en le voyant manipuler 2 flammes simultanément, alors qu'il lui avait fallu 50 ans pour maîtriser cette prouesse. Okon, lui, aurait souhaité que son corps soit plus en phase avec la magie, car il possédait le talent, mais il avait lamentablement échoué à toutes les formes d'entraînement et ne pourrait jamais, au grand jamais, devenir un aventurier digne de ce nom. Il finit par se rendre à l'école de Seine pour y apprendre les sorts de guérison. Mais Seine refusa de l'accepter, car il n'avait pas subi les rituels de guérison durant son enfance. Noor insista pour s'inscrire et jura de ne pas quitter les lieux avant d'obtenir son approbation, coûte que coûte. Quelques jours plus tard, Seine fut surpris par l'insistance de Noor à s'inscrire à son école et à prendre la chose au sérieux. Il avait en effet choisi d'endurer le froid glacial et de dormir dehors la nuit afin de lui prouver sa détermination inébranlable. Un jour, les forces de Noor l'abandonnèrent et il s'effondra. Seine décida alors de ne lui permettre de participer qu'au rudiment de l'entraînement, le soignant et lui expliquant qu'il ne pouvait garantir l'acquisition d'une nouvelle compétence, une tâche incertaine. Après 3 mois, il parvint à maîtriser une maigre compétence de guérison, ce qui le frustra profondément. Il craignait de ne pas être reconnu comme aventurier à cause de ses capacités jugées inutiles, bien qu'il puisse utiliser la magie de guérison sans avoir reçu de bénédiction naturelle, un talent rare. Quelque temps plus tard, les 6 maîtres se réunirent, ayant appris la disparition de Noor de la capitale. San regretta sa décision de l'avoir laissé partir, tandis que Mian leur assura qu'il était assez fort pour se débrouiller seul et qu'il devait le laisser tranquille. Mais il pensa que s'ils investissaient leur temps à développer ses compétences, il deviendrait un aventurier sans pareil. Aventurier. Tous ayant soutenu l'idée de Seine, ils convinrent d'entreprendre un voyage pour le retrouver et l'adopter. Cependant, ils ne le découvrirent qu'au jour de la grande bataille de l'Empire magique, une quête longue et infructueuse. De retour au présent, Noor pénètre dans la guilde pour s'enquérir de la situation et remet au maître de guilde l'insigne qu'il avait découvert à l'extérieur, un objet de grande importance. Le maître de guilde remarque que Noor a eu une journée éprouvante et lui apprend que le chef de la guilde des bâtisseurs le cherche depuis le matin, ayant besoin de lui pour déblayer les débris et construire des abris temporaires. Noor décida d'aller l'aider, passant le reste de la journée à pelleter les gravats et à les charger sur des chariots. Il remarqua ses collègues louer l'importance de sa présence, affirmant qu'ils avaient accompli énormément en peu de temps grâce à lui. Il leur en fut profondément reconnaissant. Puis, il leva les yeux vers la lune et se remémora les événements de la journée.
ses pensées étant dominées par sa capacité à voler, maintes fois, grâce au sort de Lyn. Pendant ce temps, Claes découvrit que la cité de Mithra collaborait secrètement avec l'Empire magique pour leur déclarer la guerre et les anéantir. De l'enlèvement de sa fille dans la grotte, à l'ogre géant, jusqu'à l'invasion de la capitale royale, il se sentait néanmoins fier que son pays puisse compter sur des individus capables de être dignement comptés en ces temps de crise, des héros fiables et courageux. D'autre part, Noor continua d'aider les maçons jusqu'à l'aube du lendemain. Il aperçut Lyn distribuant de la nourriture aux ouvriers. Quand elle vint le remercier de son aide, elle remarqua qu'il mourait de faim, son estomac gargouillant. Elle lui donna alors de quoi manger, lui demandant de ne pas s'épuiser avant de reprendre son travail. Noor réalisa qu'il ne serait pas là où il était sans l'aide de tous et qu'il avait enfin atteint un stade où il se sentait bien dans sa peau. Il décida alors de devenir un aventurier, à l'image des héros dont son père lui contait les récits durant son enfance, et d'utiliser la puissance de son épée au maximum de ses capacités. Puis un ouvrier l'appela à l'aide pour le nettoyage, et soudain, le clocher s'effondra sur lui. Noor se précipita à toute vitesse pour secourir l'homme, réussissant à écarter la tour de son chemin, puis il reprit son travail de déblaiement des gravats avec une détermination inébranlable,